Salam alaikum Azul, bonsoir. Quand des officines chafouines qui se prétendent cabinets de conseil et d'intelligence économique, entre guillemets bien sûr, et dont on devine qu'elles sont rémunérées tout cap, comme celui du très douteux Oxford Business Group. Quand de telles officines publient des rapports complaisants sur l'Algérie, ils sont repris abondamment à la une de quasiment tous les journaux algériens, en arabe comme en français, par toutes les télévisions aussi, par toutes les radios. Et curieusement, malgré la vacuité de leur contenu et la propagande primaire qu'ils véhiculent, ces pseudo-rapports passent comme une lettre à la poste avec plein de tapes dans le dos et des congratulations à gogo, malgré les gros sabots de l'arnaque qui chante Yalil Ya'in. Mais quand d'autres rapports, autrement plus sérieux, autrement plus rigoureux, émanant de milieux autrement plus crédibles, rendent des rapports négatifs sur l'Algérie, et ceux-là sont légion. Ils se comptent aujourd'hui par centaines, qui tous, quasi unanimement, décernent les plus sinistres records au régime algérien. Alors là, la répartie est toujours la même. Ces torchons, entre guillemets, sont commandités par la main étrangère, par les ennemis de l'Algérie, par ceux qui veulent déstabiliser le pays et plonger la société algérienne dans le chaos. Comme si le thermomètre était responsable de la température et que pour faire baisser celle-ci, il faut le casser. Le 6 février 2017, il y a exactement un an, le WINEP, le Washington Institute for Near East Policy, un think tank américain jugé très sérieux, qui se focalise habituellement sur la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de la sphère proche-orientale et maghrébine, a remis un rapport à l'administration Trump dans lequel il analyse les aspects économiques et politiques en Algérie et où il prévient que la situation y est particulièrement préoccupante. Un contenu très pessimiste, où les rédacteurs vont jusqu'à prévenir que le régime est menacé dans ses fondements mêmes, pour reprendre les mêmes termes du rapport, et qu'il risque de s'effondrer à tout moment. Une année plus tard, les termes et le ton très alarmants de ce rapport sont plus que confirmés. La situation actuelle est encore plus grave que celle prévue par le rapport, pour dire que nous allons encore plus vite que la musique des futurologues les plus catastrophistes. À voir comment le régime panique, comment il se débat dans les problèmes qu'il a lui-même créés et qu'il dit être le seul à pouvoir régler. Lui qui ne parvient même pas à régler la succession du grand invalide qui lui sert de façade, à une organisation qui tient tout le pays et dont personne ne sait qui la constitue véritablement. On en finit par croire que le plus noir des rapports est encore très en deçà de la terrifiante réalité, que ce régime est tellement incompétent, tellement inefficient, qu'il ne sait rien faire sans énormément d'argent, et que précisément, et en l'occurrence, il n'a plus d'argent, au point où la seule solution qu'il a trouvée est de fabriquer de la fausse monnaie. Aujourd'hui. Liberté. Selon une note politique du Washington Institute pour l'administration Trump, Algérie, le régime menacé dans ses fondements. Par Lies Menasser. Observe Algérie. Classement. L'Algérie parmi les pires pays en matière d'investissement. Par Jugurtha Nam. Algérie patriotique. Le pétrole toujours en baisse.
par Fatiha Mess. La situation algérienne et les rapports internationaux, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, mais nous allons parler un peu de toute la situation qui prévaut aujourd'hui, de cette colère qui gronde, de ce régime qui semble paniquer, ne plus savoir ce qu'il veut, ne plus savoir communiquer du tout, de ces mouvements sociaux qui sont en train d'éclater à gauche et à droite. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Bonsoir et je suis content que vous ayez invité Sofiane Djilali et Abdelwahab Zaatri. Merci. Je les salue chaleureusement. Merci. Et donc Sofiane Djilali, président de Jil Jadid, qui est avec nous, et Abdelwahab Zaatri. J'espère qu'on va pouvoir les avoir tous les deux en Skype par alternance. Sofiane Djilali, merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir, d'autant plus qu'on partage un plateau avec des personnes aussi brillantes. Et je salue Hirsch et votre invité également. Abdelwahab Zaatri, merci beaucoup. Alors, Abdelwahab Zaatri, donc vous êtes avec nous aussi. Merci pour avoir accepté l'invitation. Merci à vous, mes salutations à vos invités et aux téléspectateurs. Merci. Alors, Hassan Hirsch, donc ce rapport du WINEP, nous allons voir un petit dossier, mais ce rapport du WINEP qui avait fait grand bruit à l'époque, et donc une année après, nous avons voulu le reprendre pour démontrer en quelque sorte que ces rapports finalement, ils ne sont pas seulement alarmistes comme on les a accusés de l'être, mais ils sont même en deçà de la réalité, puisque dans tout ce qu'ils ont prévu, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation pire que celle qui a été prévue par ces mêmes rapports. Mais nous allons voir un petit dossier. Voilà, donc là, ce sont des différents rapports. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a des centaines, sans exagérer. Mais là, nous en avons pris quelques-uns. Vous voyez, classement fort des meilleurs pays pour faire des affaires. L'Algérie, 131e au monde, 4e au Maghreb, c'est-à-dire la dernière au Maghreb, quasiment. New York Times, l'Algérie est dirigée par un petit cercle de généraux et d'officiers du renseignement. Oui. Alors, Algérie, un rapport présenté à l'administration Trump annonce la fin du règne de Bouteflika. Algérie, un rapport inquiétant sur l'état des libertés publiques dans le pays. Droits de l'homme en Algérie, le rapport glaçant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Rapport de Transparency International, l'Algérie classée à la 88e place. Loin derrière le Maroc et la Tunisie, l'Algérie classée dernière parmi les pays sondés. L'Algérie, pire pays au monde selon un classement américain. L'Algérie classée au 172e rang de l'indice de liberté économique pour 2018. Etc., etc. Il y en a plein comme ça. Hein. Nous n'avons pas pu tous les passer, sinon ça aurait pris toute l'émission. Mais sinon, il y en a plein, vous le savez très bien, Hassan Hirsch. Alors, ces rapports, généralement, sont donc estimés comme émanant de la main étrangère, comme voulant saper la quiétude du pays. Vous connaissez un peu le discours. Et curieusement, récemment, quand il y a eu le fameux rapport d'Oxford Business Group dont on a parlé, hein, qui s'est avéré être
un bidule qui se fait rémunérer en dessous de table. Alors là, tous les journaux algériens, sans aucune exception, l'ont repris à la une. Hassan Haj. Jamel Din, c'est connu. C'est-à-dire, d'abord, tous les rapports qu'on vient de voir, tous les titres qu'on vient de voir, ça a été des alertes lancées par des universitaires algériens, par des opposants algériens, par tout simplement les citoyens, même lambda. C'est des alertes, c'est des cris d'alarme qui ont été lancés, poussés depuis des années et des années. Le problème, Jamel Din, c'est que nous sommes en face d'un système politique pathologique. C'est ce qui est vrai pour un individu, est vrai pour un groupe social, mais est vrai aussi pour une institution, en l'occurrence l'État. L'État algérien est à la fois schizophrénique et pervers. Je dirais pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il se nourrit de la souffrance de l'autre. C'est ça un pervers. Il se nourrit de la souffrance de l'autre. Et le système algérien se nourrit de la souffrance de son peuple. On voit comment la répression a touché tous les groupes sociaux, tous les groupes culturels, toutes les professions, tous les partis politiques véritablement d'opposition, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, etc. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe avec les résidents médecins, ce qui se passe les enseignants, avec les enseignants, ce qui se passe avec les anciens de l'ANP, ce qui se passe avec les militants Amazir, etc. Ce qui se passe avec les enseignants de l'école primaire, de lycée, de l'université, etc. Partout, la solution que trouve le régime, c'est la matraque. Et quelle est la particularité d'un pervers? C'est que dès lors que quelqu'un le flatte, dès lors que quelqu'un lui lance, comment dire, une flagornerie, eh ben là, effectivement, il s'étale. Et là, il amplifie, il s'auto-glorifie, il s'auto-applaudit, etc. Donc, M. Benchenouf, le problème, c'est comment guérir ce malade qui est le système algérien, un État paralysé depuis 1962 parce qu'il y a eu un coup d'État contre le GPRA. Et ce coup d'État a été orchestré par l'ANP, par l'armée algérienne. Il faut que les jeunes officiers aujourd'hui se posent des questions, se regardent un petit peu dans le miroir et se disent que finalement, tous les pays qui ont été gouvernés directement ou indirectement par les services secrets et par l'armée et par la police, en l'occurrence, pratiquement tous les pays d'Amérique du Sud, en l'occurrence, tous les pays de l'Europe du Sud, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, sans compter évidemment les pays du Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, tous ces pays-là, soit ont changé, soit se sont effondrés. Et l'Algérie ne peut pas être isolée comme ça, comme Robinson Crusoe. Ça n'existe pas. C'est une légende. Donc, il y a une configuration internationale. Et l'Algérie, forcément, est touchée par ce qui se passe dans son environnement. Il y a la mondialisation. Avec la mondialisation, ou bien on s'accroche à la locomotive, ou bien on est complètement lanterne rouge, comme vient de le signaler tous les rapports où l'Algérie est classée un des derniers pays au niveau de la performance économique, au niveau de la performance de l'éducation, de la performance de la recherche scientifique. Il y a eu la semaine dernière un cri d'alarme des chercheurs oranais dans les sciences économiques et sociales, disant que ce n'est plus possible, ils sont complètement étouffés, écrasés, etc. Le problème de l'Algérie, c'est que c'est un pays qui est resté
une démocratie populaire. Et les démocraties populaires, nous le savons, c'était dans l'ancien système soviétique où, effectivement, on avait une structure qui était l'unicisme, parti unique, et derrière, qui tire les ficelles, c'est généralement les services de renseignement, c'est la police politique, c'est un nombre restreint d'officiers supérieurs. Dès lors, il n'y a pas de parole libre, comme ça vient d'être indiqué par les différents journaux que vous avez mentionnés. On voit très bien, par exemple, ici, dans le New York Times, il dit l'Algérie est dirigée par un petit cercle de généraux et d'officiers du renseignement, et ils ajoutent un climat liberticide et répressif qui représenterait un réel danger pour ce pays. L'Algérie, du moins son système algérien en place, est omniprésent, omnipotent, a tout fait pour casser l'opposition. Et dès lors qu'il n'y a une seule parole publique, c'est-à-dire celle de ce système-là dont on parle, dès lors que l'opposition ne peut pas s'exprimer, dès lors que la société civile ne peut pas s'exprimer, dès lors qu'on ne peut ni organiser des manifestations, des colloques, des congrès, etc., sans en référer à la puissance publique, eh bien, il va de soi qu'effectivement, on assiste à un pays sclérosé, un pays verrouillé, un pays qui est bloqué et qui va finir effectivement comme ce qu'on est en train de voir au Moyen-Orient, parce que c'est le même système. Sofiane Djilali, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, j'ai suivi très attentivement le développement et l'analyse de M. Herish, que j'approuve totalement. Elle est précise, subtile, intelligente. Je voudrais juste rajouter comme complément, peut-être qu'il aurait pu le dire lui-même, mais vu l'aller-retour, disons, chacun a sa part. Je pense que aussi l'Algérie est inscrite dans le temps, dans son histoire. Et cette histoire-là est une dynamique. L'Algérie a pendant trop longtemps été sous occupation étrangère. Et après 62, c'est une nation qui était toute jeune, très fragile, qui ne savait pas trop où aller. Et c'est une société en même temps en plein bouleversement. Il fallait qu'elle rattrape le temps perdu. Elle s'était figée à peu près au début du 19e siècle. Et à la fin du 20e siècle, elle devait essayer de rattraper le retard. Et là, forcément, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, le pouvoir, tout honni qu'il est et contre lequel nous combattons, il est aussi quelque part l'expression d'un certain nombre de choses qui se passent dans la société. Ce n'est pas un pouvoir extérieur à nous qui a été imposé, mais il est l'émanation de certaines pensées, de certaines contradictions, de certaines valeurs, entre guillemets, de la société. Or, la société s'est retrouvée à partir de 62 en train de courir derrière un monde qui lui avait échappé, qu'on peut appeler très rapidement le monde moderne. Et elle s'est retrouvée dans une situation où il fallait qu'elle sorte de la société traditionnelle pour entrer dans le monde moderne, mais sans qu'elle n'ait conscience de cela. Et du coup, après 20, 30, 40 ans de tâtonnement, on a perdu la société traditionnelle, mais on n'a rien préparé pour la suite. Et donc, on se retrouve non pas en situation prémoderne, mais en situation post-traditionnelle. Autrement dit, on a détruit ce que l'on avait, mais on n'a jamais su quoi construire à la place. Et aujourd'hui, l'Algérien se retrouve un peu perdu, il est noyé. Et c'est le cas aussi des dirigeants qui sont tout aussi noyés et inconscients de ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à percevoir les dynamiques de fond, les vagues profondes qui viennent et qui influent sur le changement. Aujourd'hui, un jeune Algérien, le harag, mais aussi le chômeur, mais aussi
le garçon qui reste à la maison, qui veille, mais qui le matin ne peut pas se lever pour aller au travail, eh bien, toute cette génération-là a perdu ses repères. Ils ne savent plus trop ce qu'ils sont. Ils ne savent plus parce qu'il y a eu tellement d'idéologies, on leur a tellement dit des choses et d'autres choses que nous sommes en difficulté. Donc oui, pour s'en sortir, il faut se débarrasser de ce système pathologique, pour reprendre les termes de M. Heresh, mais il faut en même temps éveiller les consciences. Mais comment, Soufiane Djilali, comment se débarrasser de ce système pathologique? J'aimerais reprendre un peu ce que disait Hassan Hirsch il y a un instant, quand il nous a comparé un peu à toutes ces dictatures de l'Amérique du Sud, du Proche-Orient, d'Afrique du Nord, et donc où l'armée, la police, les services de sécurité ont joué un rôle quasi fondateur comme notre armée à nous qui en 62 a fondé l'actuel système sur un coup d'État. Or, il a donné beaucoup d'exemples, y compris de l'Europe du Sud, comme le Portugal. Or, le Portugal, lui, a été une exception parlante, puisque dans la révolution des œillets, c'est peut-être la seule armée dans l'histoire qui a repris le pouvoir à un dictateur, celui qu'il avait hérité de Salazar, et qui, plutôt que de le garder, l'a remis au peuple et qui, depuis, a fait du Portugal un pays démocratique. Est-ce que, pour ce qui nous concerne, il faudrait attendre cela de notre armée ou est-ce qu'il faudrait aller vers d'autres solutions? Donc, comment essayer de soigner cette situation dont vous parlez, Soufiane Djilali? Il n'y a pas une solution systémique, c'est-à-dire personne ne peut venir avec une feuille de route et dire du coup, comme Khatem Sidna Suleiman, et on change tout. C'est l'accumulation de tous les efforts. Ne croyez pas que l'armée, en tant que corps constitué par des éléments, soit complètement irréductible et insensible à ce qui se passe. Vous avez des officiers qui vivent au milieu de la population et qui souffrent aussi de la même façon, qui ont leurs enfants à l'école publique, qui ont conscience des difficultés. Et donc, ne croyez pas qu'il s'agisse d'un corps absolument opaque et inaccessible. Au contraire, je pense qu'eux aussi réfléchissent, ils souffrent de cette situation en tant que personnes faisant leur travail, en tant que fonctionnaires. Je ne parle pas d'une catégorie particulière qui est à la tête des institutions et qui, elle, est hors champ, si j'ose dire. Mais la pression peut venir de partout. Elle vient des syndicats, comme on le voit actuellement. C'est extrêmement important, par exemple, que les résidents bougent. Ce sont très souvent des parties de la population qui sont marginalisées d'habitude. Vous savez, le pouvoir, sous forme de kleptocratie, a fait une alliance avec disons-le, le mot, une voyoucratie. Quand vous êtes à l'extérieur, le policier va protéger le petit voyou du coin contre quelqu'un, entre guillemets, de bonne famille. Le policier ne va pas enlever les papiers au voyou, mais il va maltraiter celui qui est bien mis. C'est le cas des médecins résidents. Le fait que cette catégorie de gens bouge, affronte le pouvoir, ça panique totalement le pouvoir parce que ce sont ces classes moyennes, éduquées, cultivées, ouvertes sur le monde et qui étaient jusque-là marginalisées et qui aujourd'hui commencent à revenir sur le champ politique. C'est très important. Voyez par exemple, lorsque certains caciques du pouvoir critiquaient les hommes politiques, eh ben, ils réclament à ceux qui sont universitaires, entre guillemets, de revenir à leur université. Ils n'acceptent pas que l'universitaire soit sur la scène politique parce qu'il dérange fondamentalement. Donc ça, c'est un élément. Mais vous avez les syndicats, vous avez les hommes politiques, vous avez les médias. Il y a très souvent, avec peu de moyens, on a des effets très puissants. C'est le cas comme le papillon d'un battement d'aile qui provoque un ouragan à l'autre côté de la planète. Ce sont des phénomènes météorologiques connus. De la même façon, une petite élite qui commence à s'organiser, qui brise le mur de la peur, qui dit ce qu'il y a, qui est en contact avec la population,
qui éclaire les gens et qui n'est pas là simplement à leur quémander leur voix pour être bien placé. Et je reviens à vous dans un moment, M. Njileli, pour vous demander de nous donner votre avis sur ce qui se passe en ce moment, cette histoire de 5e mandat, les FLN, tout ça, et aussi de nous parler de ce que vous avez annoncé publiquement, ce qui concerne votre formation, en réaction à un 5e mandat, s'il se précise. Hassan Her, je reviens à vous juste pour 1 minute pour permettre de prendre pour faire transition. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Sofiane Djilali? Oui, Sofiane Djilali a dit des choses extrêmement intéressantes et majeures. Je compléterai par le fait que si effectivement l'armée, avec ses différents services, ressemble à la société et qu'elle est l'émanation de la société, mais on constate quand même, et je le dis avec beaucoup d'amitié à Sofiane Djilali, qu'en réalité la société est en avance sur l'État. On voit très bien d'ailleurs aujourd'hui comment il est tourné vers l'Europe, quelles sont ses aspirations, comment les jeunes ont envie de vivre jusqu'à risquer leur vie, jusqu'à se suicider carrément par refus justement de vivre dans une société verrouillée. Elle est verrouillée par qui? Elle est verrouillée par les gens du système. Qui eux-mêmes emmènent leur famille dans cet Occident. Qui eux-mêmes investissent leur argent dans cet Occident. C'est ce que je disais. Qui eux-mêmes dépouillent le pays pour placer leur argent dans ce même Occident. C'est ça. Qu'ils vilipendent par ailleurs. C'est ça la partie schizophrénique. Ouais. C'est qu'on va imposer une école arabisée pendant que leurs enfants sont envoyés en France particulièrement, ou en Angleterre, aux États-Unis. Ouais. Mais bientôt peut-être dans la nouvelle université qui vient d'être lancée à Tunis, une université francophone, qui vient d'être annoncée par Macron. De toute façon, même à Alger, ils envoient leurs enfants dans les lycées français. Absolument. Pas francophones, voilà, français. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a cette schizophrénie-là, on en a parlé la dernière fois. On va élire un maire, mais c'est le chef de Daïra qui décide. On va élire un président d'APOE, mais c'est le Wali qui décide. On va élire une assemblée, c'est l'exécutif qui décide. On va élire un président. Et c'est son frère qui décide. Et c'est son frère ou le cabinet noir qui décide. Donc, ce que je termine juste là-dessus par rapport à la question, c'est que la société est en avance sur l'État. Et le problème, c'est justement pour entrer dans la modernité, il faut que cette société soit libérée. Il faut que les partis politiques soient reconnus, respectés. Je reviendrai à vous pour nous dire comment et pour nous parler aussi de cette histoire du 5e mandat. Abdelwahab Zaatri, cette histoire de rapport américain 1 an après, qui ne fait que se confirmer, et même pire, puisque la situation actuelle est pire que ce qu'avait prévu le rapport américain. Oui, naturellement, en fait, en ce qui me concerne, ça ne m'étonne pas, et vous aussi, ça ne vous étonne pas, parce que depuis des années, nous avions, avant que ces Américains ne disent cela, nous l'avions déjà dit, et nous l'avions dit en détail depuis de nombreuses années. Oui. Donc, au fond, avions-nous besoin de ce que les autres nous apprennent sur notre pays, que des Américains, des Italiens ou des Suisses nous disent si notre pays va bien ou pas, si la santé de notre pays va bien ou pas, si notre économie va bien ou pas. C'est nous qui encaissons la situation et donc nous sommes les premiers à savoir l'état des choses chez nous, n'est-ce pas? Oui, mais Abdelwahab Zaatri, généralement, ces rapports ne nous sont pas adressés comme celui dont on est en train de parler, du INEP. Et il a été confectionné pour l'administration Trump. Ça veut dire, puis, comme il est rendu public, tout le monde s'en empare. Mais à l'origine, ce sont des rapports destinés à des usages particuliers, généralement aux administrations, aux gouvernements de pays qui sont en rapport avec nous et en relation économique souvent. En effet, ça, ce sont des rapports naturels qui sont faits par des institutions de certains pays, des corporations, qui sont faits aussi par les services secrets de certains pays et qui sont destinés pour évaluer les situations dans les pays avec lesquels ils traitent et pour prendre les décisions et faire les choix appropriés. Donc cela les concerne. Ce qui nous concerne, nous, c'est notre État
réel, ce que nous, comment nous percevons notre pays. Et les deux analyses qui ont été faites par vos invités sont suffisantes pour comprendre l'état de la situation, soit sur le plan de la psychanalyse, comme l'a si bien défini Seherch, soit sur le plan de l'histoire ou de la sociologie, comme l'a si bien aussi décrit votre invité Soufiane Gilali. Moi, je vais aller dans un autre sens. Chacun a utilisé, à part la psychanalyse, la psychologie, la sociologie et l'histoire, je vais vous parler de technologie et de science. Les dernières années, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, il y a de nouvelles théories qui essaient d'analyser les systèmes, y compris les systèmes sociologiques, les systèmes politiques. Et en ce qui me concerne, je m'intéresse à ces créneaux-là et j'ai regardé la situation sur le plan de la théorie des catastrophes. C'est une théorie mathématique qui essaie d'expliquer certains phénomènes naturels, et y compris maintenant elle veut intégrer les phénomènes sociologiques et politiques. Et au vu de, c'est une théorie qui a été développée par un Français, René Thom, et sous l'angle de cette théorie, il y a un risque d'autodestruction de l'Algérie. Sur la théorie des catastrophes. Je fais passer à une autre théorie, c'est la théorie de la cybernétique qui a été développée par un Américain qui s'appelle Norbert Wiener. Et c'est comment les systèmes, on contrôle les systèmes, comment depuis les satellites, les missiles, la température dans un bloc opératoire, jusqu'à l'analyse, disons, politique. Maintenant, on essaie de l'appliquer à l'analyse politique. Et Soufiane Gilali m'a rappelé quand il parlait de l'effet papillon, il y a, quand les événements de Tunisie ont éclaté, il y a quelques 8-9 ans, j'avais écrit un article dynamique des sociétés entre chaos et catastrophe. À l'époque, j'avais expliqué que le Bouazizi qui s'est brûlé, qui s'est sacrifié pour libérer donc le monde arabo-musulman en quelque sorte, c'était le papillon. Et l'effet papillon, ça signifie dans la théorie des systèmes et dans le cas de la cybernétique que comment des petites causes insignifiantes peuvent comment dirais-je, créer des tornades à travers le monde. Et ceci, selon la théorie de la cybernétique, mon analyse, j'ai enseigné cette théorie pendant ces 20 dernières années. Et je rappelle que vous êtes sorti à la retraite aujourd'hui à Constantine, l'université de Constantine, en même temps qu'une trentaine d'autres enseignants que nous saluons, parmi eux un ami très cher, Jamel Bouda. Et donc, on l'a appris pas avec plaisir, avec une très grande tristesse, parce qu'aujourd'hui, ces 30 enseignants qui partent à la retraite à l'université de Constantine, ils vont laisser un grand vide et qui ne sera pas comblé, malheureusement, puisque nous savons que la relève n'est malheureusement pas au rendez-vous. Je vous laisse poursuivre, Abdelouab Zatri. J'aimerais vous dire quelque chose. Comment expliquez-vous qu'il y ait dans ce pays, en plus de tout ce que nous avons subi, une telle débâcle civique, une telle catastrophe urbanistique, un tel bouleversement des valeurs ancestrales qu'aucun envahisseur, aucun colon n'a réussi à nous enlever, mais que ce système a totalement oblitéré. Comment cela a pu arriver ? C'est la nature du système. La nature du système, elle est autodestructeur dans le contexte des théories que je disais. Je vais juste compléter par une autre théorie qui s'appelle la théorie de l'entropie. C'est une théorie thermodynamique qui a été développée par un certain prix Nobel, Ilya Prigogine, qui enseignait dans l'université où j'ai fait mes études à l'université de Louvain. Selon cette théorie, des systèmes fermés comme le nôtre ne peuvent qu'aller vers l'explosion ou le chaos. Donc ça, c'est de nouvelles théories qui sont en train d'essayer d'expliquer, d'entrer en sociologie, en politique, et tous, à mon avis, corroborent la même opinion que nous, comme en médecine. C'est comme la maladie du sida, c'est une maladie qui attaque comment dirais-je, le système immunitaire. Et le système immunitaire, ce sont les opposants, les gens qui ont un esprit critique. Et donc le système politique algérien, il ne fait que s'attaquer. Comme le sida, il casse la résistance de l'organisme. Et donc toutes les maladies peuvent se propager, les virus, toutes les maladies. Et le corps ne pourra s'en sortir que lorsqu'il sera totalement démoli. C'est ça la théorie.
Restez avec nous, Abdel Zaatari. Excusez-moi de vous interrompre. Hassan Hirsch, vous avez vu cette histoire de 5e mandat, c'est quand même impressionnant. Hein, ce parti FLN qui se tombe dessus, ils ne savent plus où ils en sont. Aould Abbas qui criait il y a quelques mois seulement qu'il voterait pour Bouteflika vivant ou mort, qui aujourd'hui interdit de parler du 5e mandat. Un Tléba dont tout le monde sait que ce n'est pas lui qui a pris l'initiative. Il ne peut pas prendre l'initiative sans l'ordre de Saïd Bouteflika. De la même manière que Ould Abbas ne peut pas le remettre à sa place sans l'ordre de Saïd Bouteflika. Et une chatte n'y retrouverait pas si petit. Comment vous expliquez tout ça? C'est les symptômes, justement, d'une pathologie du système. C'est-à-dire que dès lors que l'engrenage dont parle monsieur, de façon brillante M. Zaatari, oui. Ces engrenages-là, ces systèmes, justement, ont une mécanique. Et dès lors que, effectivement, cette mécanique est grippée quelque part, eh bien, effectivement, tout le système s'ébranle. Et donc, il y a des crises, des soubresauts, il y a des convulsions. Alors, ces convulsions-là, malheureusement, ne sont pas liées à des préoccupations démocratiques, ne sont pas liées à des préoccupations de velléité d'ouverture, ne sont pas liées à un esprit au moins qui permettrait de donner la parole au peuple, de donner la parole aux syndicats, aux partis politiques d'opposition, aux universitaires, etc. Mais c'est tout simplement des questionnements pour se demander quelle est la manière pour nous de garder encore ce système. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika est capable ou non de mener un 5e mandat? Parce que s'il était physiquement capable, la question ne se poserait même pas. Physiquement seulement ou physiquement et intellectuellement? Bah, ça va ensemble. Ça va non. Par exemple, Roosevelt, président américain, était paralysé dans un fauteuil roulant. Mais c'était un génie. C'était le bonhomme qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, littéralement. Bien évidemment, mais moi, je parle de M. Abdelaziz Bouteflika. Ça va ensemble parce que au moment où il a commencé justement à se faire soigner en France, on a compris que finalement, ces problèmes d'AVC, ces problèmes neurologiques, etc., bon, s'accompagnaient en même temps, c'était parallèle. Cette diminution physique, malheureusement, il y avait une diminution de ses capacités cognitives. Et donc, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika est victime du système. Il y en a même qui disent que c'est un otage. Oui, quelque part. C'est un otage de la mafiocratie qui règne en son nom. Oui, mais il est otage de son propre système. Même de sa propre fratrie. Tout à fait, mais la fratrie, ça fait partie de ce système-là. C'est un des engrenages. Donc cette cacophonie, ces intrigues autour du 5e mandat ou pas, etc., la vraie question pour eux, c'est comment régénérer. Comment faire durer, faire régénérer un système qui perdure et qui se nourrit d'une rente qui aujourd'hui devient de plus en plus menaçante parce qu'elle diminue, en sachant que si demain la Libye reprenait ses esprits, revenait à la normale, sachant que des quantités énorme de pétrole et de gaz, et elle revenait sur le marché des hydrocarbures. Le prix du baril irait encore plus bas. S'effondrerait, évidemment. Donc, il y a véritablement une inquiétude. C'est que la classe politique, je ne dirais même pas la classe, la minorité qui gouverne, c'est une minorité qui a peur parce qu'elle n'a aucune légitimité. Et elle n'a aucun autre moyen que les ressources naturelles. Les ressources naturelles. Sans ça, elle ne peut rien faire. La force aucun militaire. Génie, aucune initiative, voilà, la force aucune militaire, alternative. Parce que la force militaire, on l'a vu en Corée du Nord, qui est aussi une démocratie populaire comme l'Algérie, mais même en absence de ressources, au contraire, elle peut s'arc-bouter encore plus. Le malade peut encore devenir plus sévère vis-à-vis de sa victime. Et donc, sa proie peut devenir de plus en plus prisonnière de ses serres, de ses griffes.
Et c'est ce qui se passe actuellement. On voit comment on sort pour un oui ou pour un non la matraque. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'écoute, on est très loin d'une possibilité de transition, de transparence. De toutes les façons, ils montrent aujourd'hui qu'ils ne sont plus capables de discuter. Ils instrumentent la justice pour faire interdire les grèves. Ben Rabelet parle de faire licencier les grévistes. Le ministre de l'Intérieur parle de réprimer quiconque veut marcher à Alger. Ça veut dire, ça y est, maintenant, ils sont... C'est pour ça que la Et proposition... je vous demanderai de conclure, puisque... C'est pour ça que je trouve que la proposition de Sofiane Djilali, et je le salue pour son courage politique, c'est de dire qu'il faut présenter une candidature unique pour l'opposition et qu'il faut faire face à ce système au-delà même de 2019. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, il faut travailler effectivement qu'il y ait une figure charismatique qui représente l'opposition, qui représente... Vous y croyez à ça, vous? On va demander à Sofiane Djilali. Je n'y crois pas au niveau de la transition dans les normes actuelles. Oui, avec l'opposition que nous avons. Mais ce que je dis là où je souscris à la proposition de Sofiane Djilali, c'est qu'il faut au moins montrer que nous ne sommes pas dupes, que la société peut s'organiser, peut éventuellement avoir un porte-parole. Et je vais vous interrompre, Hassan Hersh. Sofiane Djilali, donc je reviens à vous. D'abord, cette histoire de 5e mandat, vous avez fait savoir publiquement qu'en cas de besoin, si l'option se précisait, que vous étiez capable à descendre dans la rue avec votre formation et vos amis politiques. Absolument. J'ai bien expliqué qu'on voulait qu'il y ait un candidat unique, mais à la condition expresse qu'il n'y ait plus de 5e mandat, que pour des raisons juridiques, politiques, morales, humaines, tout cela disqualifie totalement M. Bouteflika. L'Algérie a aujourd'hui besoin d'un président sur ses 2 pieds, elle n'a pas besoin d'un cadre sur un trépied. Mais la situation est compliquée et difficile parce que beaucoup de partis d'opposition ne font pas vraiment le jeu. J'en ai conscience. Et lorsqu'on a lancé l'idée d'un candidat unique, on savait très bien que ça n'allait pas être une sinécure. Mais il faut un motif de cristallisation du combat démocratique. Si on ne propose rien, on continue à se lamenter. On est dans le nihilisme et on ne fait rien. Au contraire, il faut lancer comme ça des initiatives, même qui apparaissent un peu audacieuses au début, mais petit à petit, si l'opinion publique la prend en charge, à ce moment-là, elle commence à devenir une réalité. Et je vous assure qu'ici, énormément de citoyens voient cette solution comme une possibilité. Maintenant, si on n'arrive pas à la faire en 2019, on pourra la faire en 2020 ou 2022. Oui, mais Sofiane Djilali, toute l'opposition y compris, ça veut dire celle qui a participé aux élections. Ça veut dire que si on enlève le RND et le FLN, et même avec le RND et le FLN, tous les partis confondus ne représentent même pas en réalité les 10 ou 12% de l'électorat. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une telle opposition? Trouver une personnalité consensuelle qui pourrait rallier tous les Algériens? Vous m'auriez dit que vous alliez mener une vaste consultation avec les vraies forces vives du pays qui n'arrivent pas à s'exprimer, j'aurais compris. Mais avec l'opposition, permettez-moi d'en douter, M. Djilali. Juste un mot, parce que vraiment, il n'y a plus de temps. Hein. Mais précisément par rapport à ce que vous dites, oui. la victime d'un pervers n'affronte pas le pervers, elle fuit. Oui. Et on est dans le même cas au niveau institutionnel, au niveau de l'État. Alors, Sofiane Djilali. Oui. Alors, si vous aviez lu le communiqué dans lequel on faisait cette proposition, on avait bien dit que c'est à la société civile, aux syndicats, aux associations, aux personnalités politiques de s'engager dans ce dialogue en coordination avec les partis qui le souhaitent. On ne va pas attacher l'avenir de l'Algérie à des partis politiques qui, au final, comme vous le dites, ne représentent que 10% de l'opinion nationale. C'est au peuple qu'il faut s'adresser. Donc, cette proposition, elle doit aller d'abord vers les citoyens. Ensuite, les partis politiques qui se permettront d'aller à l'encontre de ce qu'attend le peuple, c'est à eux ensuite d'assumer leurs responsabilités. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, aucun parti politique conscient ne peut dire qu'il peut gagner une élection
face à un homme du système, en dehors de M. Bouteflika. Et que pourront faire les partis islamistes? Que pourra faire les partis laïcs? Que pourraient faire les partis nationalistes? Rien, chacun de son côté. La situation est tellement grave, comme vous le décriviez au début. Il faut une refonte institutionnelle, il faut revoir de fond en comble les fondements de l'État algérien par rapport à la légitimité de départ, refaire une vraie constitution, remettre en place des lois et ensuite aller défendre chacun son programme politique. Soufiane Djillali, au sujet de ce qui est en train de se passer en ce moment sur la scène politique, si on peut l'appeler ainsi, il y a des rumeurs très fortes qui circulent sur l'éventualité d'un refus désormais de certaines parties étrangères que je ne nommerai pas, de marcher dans la combine d'une reconduction à un 5e mandat, contrairement au 4e. Il y a des rumeurs qui circulent sur une partie du haut commandement de l'armée qui serait contre, résolument contre, et on dit que c'est cela qui aurait donc mis le feu aux poudres d'un Ould Abbas qui interdit à ses militants de parler d'un 5e mandat, de cette initiative avortée avant même que de naître de Tléba, et des gens qui étaient avec lui, qui se sont tous rétractés, qui ont dit « jamais on n'était pas avec lui ». Qu'est-ce que vous en pensez, Soufiane Djillali? Il ne faut pas rentrer trop dans des spéculations où on n'a pas de vraies données. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a simplement une guerre de leadership à l'intérieur du FLN? Vous savez, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le président étant absent, chacun veut tirer de son côté la couverture. Donc au FLN, qu'entre Tliba et derrière lui Saadani et probablement d'autres prolongements qui sont contre Dabbas et d'autres côtés, tout ça est possible. Ça fait très longtemps qu'on décrit la situation comme étant très difficile, autant sur le plan géostratégique, puisque des puissances étrangères commencent à s'inquiéter fortement de ce qui se passe en Algérie. Je pense que l'Europe du Sud en particulier craint un effondrement du pouvoir algérien avec des bad people qui risquent d'inonder l'Europe. Il y a des contradictions très puissantes à l'intérieur du régime lui-même et on en voit les effets. Donc de tout ça, la classe politique, la société civile, les syndicats, mais aussi on relaie probablement des gens à l'intérieur du système, tout cela peut remettre un peu, redistribuer les cartes et repartir vers autre chose de viable, parce que le système actuel, comme le disait si bien César Attari, que je salue, par rapport à l'entropie, c'est un système fermé dont l'entropie a dépassé les capacités de régulation, et donc par la force des choses, il finira par s'effondrer sur lui-même. Et restez avec nous, Soufiane Djillali. Abdelwahab Zaatari, malheureusement, je suis désolé de ne pas avoir très bien réparti le temps aujourd'hui. En 2 minutes, Abdelwahab Zaatari, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des événements? Non, pas vraiment. Il y a quelques jours, les lycées sont entrés en grève à Constantine. Hier, on m'a informé que l'école normale, les gens sont sortis dans la rue. Aujourd'hui, des jeunes médecins m'informent que les internes et les externes ont manifesté en plus des résidents. Donc les événements se précipitent, la crise se précise, mais il y a un message que je voudrais que les Algériens méditent. Quand nous parlons de tel clan et de tel clan, à mon avis, ces clans-là, inconsciemment ou inconsciemment, ils ont fini par brader l'indépendance économique de l'Algérie. Et ils sont devenus, en le sachant ou en ne le sachant pas, des proxys, donc des intermédiaires de puissances étrangères. Et le partage est fait. Les USA prennent les hydrocarbures et l'agriculture extensive. La France, elle prend les voitures, les frigos, enfin, la petite industrie. L'URSS, l'armement. La Chine, les produits manufacturés, bon marché, chaussures, pantalons et je ne sais quoi. Ces 4 puissances, ce sont eux qui sont les membres permanents de l'ONU. Nos clans, il ne faut plus analyser au sens de clans internes, il faut analyser. Les clans sont devenus des relais de puissances étrangères. Merci Abdelwahab Zaatari, je suis désolé de devoir vous interrompre, on n'a plus de temps.
En moins d'une minute, Hassan Hersh, pour conclure. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire M. Zatri, c'est-à-dire que nous avons affaire à un pouvoir multicéphale et qu'à l'intérieur, chaque clan, effectivement, a ses alliés. En l'occurrence, on peut grosso modo situer le clan pro-soviétique, le clan pro-moyen-oriental, le clan pro-américain, le clan pro-français. Et effectivement, il y a des luttes à l'intérieur. On voit très bien ce qui se passe, par exemple... C'est toujours une question d'argent. Hein. Par exemple, les Russes, c'est l'armement. Mais bien évidemment. Ouais. Il y a l'argent, mais aussi il y a l'influence, aussi bien au niveau en Afrique, des pays, on va dire, du tiers-monde. Oui, mais l'argent, il passe bien avant. Hein. Bien évidemment. Les partenaires, aujourd'hui, si on assiste à ce qu'on vient de voir, à différents rapports, c'est parce que précisément nos partenaires veulent faire des affaires. Ils en ont marre un petit peu de ne plus savoir avec qui négocier. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un des problèmes majeurs. Moi, je travaille avec de grandes entreprises européennes et américaines. Ce qu'ils me disent tous les jours, c'est qu'on ne connaît pas nos vis-à-vis. On ne connaît pas avec qui on discute. Pas avec qui discuter, avec qui négocier. Merci Hassan Hersh, merci Soufiane Djilali, merci Abdelwahab Zatri, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.